Bonjour à toutes et à tous, on est très content de vous retrouver. On est au 44e Festival international de la BD à Chambéry et j'ai le plaisir de recevoir, même si c'est plutôt eux qui nous accueillent aujourd'hui, Julien Berthet, vice-président du festival. Bien, bonjour à toute l'équipe de Savoie News et merci d'être présent. Miss Prickly. Oui, bonjour, merci pour cette interview qui va être fort sympathique. Donc Miss Prickly, dessinatrice sur Animal Jack et à cheval, dont on aura l'occasion de parler un petit peu après. Et j'ai à ma gauche Jérôme Le Reculé. Bonjour. Ça va ? Ça va bien ma foi. Dessinateur sur Volodrine, Les 5 Terres et aussi Antan, dont on aura évidemment aussi l'occasion de parler un petit peu après. Alors histoire de remettre un petit peu dans le contexte, on est évidemment sur une édition qui est un petit peu particulière. Est-ce que Julien, tu peux me rappeler, parce que voilà, ça se voit, on a des masques, on joue le jeu. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a été mis en place pour maintenir cette édition et pour pouvoir accueillir le public comme les auteurs ? On a mis en place beaucoup de choses. La fameuse marche en avant, le sens de visite pour que le public ne se croise pas, le port du masque obligatoire, 72 bouteilles de gel hydroalcoolique disposées de part et d'autre du festival, des fléchages, des moniteurs télé avec des messages sur les gestes barrières et bien sûr la vigilance aussi des bénévoles qui font attention à ce que tout le monde mette bien le masque, à ce que tout le monde suive bien le sens de visite. Mais d'une manière générale, on est très content parce que tout le monde est très civil et j'ai pas l'impression qu'on ait eu de problème. T'as mis en place une jauge du coup ? C'est quoi, 750 personnes ? 750 personnes au manège et 750 personnes au chapiteau. Ok. Je vais plutôt me tourner du côté des artistes. Vos impressions sur cette première journée ? Commencez par toi. Ouais, écoute, moi j'ai trouvé que c'était plutôt... Bon, on a l'habitude de beaucoup de monde habituellement sur le festival, donc en fait les couloirs sont moins fréquentés. Après, moi j'avoue que j'ai toujours eu des choses à faire, des chouettes dédicaces, des chouettes rencontres, donc j'ai pas eu la sensation de m'arrêter. Voilà, donc moi je trouvais qu'il y avait les gens étaient là. Jérôme ? Moi ça s'est très bien passé aussi, pas de problème majeur. Non, pas de problème du tout d'ailleurs, non, ça c'est... voilà, les gens étaient au rendez-vous, heureusement. Donc moi je me suis pas ennuyé, j'étais bien occupé. Et puis j'arrive quand même à les reconnaître, même avec les masques, donc on peut quand même papoter. Et voilà. Donc non, ça c'est une belle journée. Petite question comme ça, quand on enchaîne les dédicaces, parce qu'à un moment il y a un rythme assez énorme. Est-ce qu'on arrive quand même à chaque fois un petit truc qui est différent, qu'on va pouvoir offrir au lecteur, ou en fait t'es pas obligé de répondre si c'est un secret de convention, ou est-ce qu'on fait en fait exactement tout le temps le même dessin pour est-ce qu'il y a un côté usine ou pas en fait, à cause du système qui est comme ça quoi. Vas-y. Je réponds pas. Moi je demande au lecteur ce qu'il veut, donc je lui demande qu'est-ce qui lui ferait plaisir. Bon après c'est un personnage parce que j'ai arrêté de faire des scènes avec plusieurs personnages, mais voilà, donc après voilà, donc je lui donne le choix et après je lui fais j'essaie de varier les positions plus ou moins suivant mon inspiration du moment, on va dire, et puis voilà, mais donc j'essaie de personnaliser quand même un petit peu la rencontre. Et de ton côté ? Oui, moi, c'est vrai que pareil, je demande moi j'ai des enfants, donc en général, je leur demande effectivement quel personnage ils préfèrent dans la BD. Sur Animal Jack, comme Jack se transforme en plein d'animaux différents, je leur propose de leur faire l'animal qu'ils préfèrent. Donc en fait, à chaque fois, ça change. Après, voilà, quand on fait plein d'animaux comme ça, j'ai quand même toujours tendance à faire un peu la même posture. Mais voilà, chaque animal est différent, pour chaque enfant. Ok. On va revenir un petit peu sur le festival, parce que tu n'es pas tout seul pour l'organiser. Heureusement. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment tu prépares une édition sur une année, vous préparez une édition sur une année, et notamment le nombre de bénévoles, parce que je crois qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors effectivement, on est une équipe de 11 au conseil d'administration, un petit peu moins maintenant après les élections, qui organisons toute l'année le festival avec le très très grand soutien de notre salariée Véronique. Donc on a une salariée qui a à temps partiel. Et sinon, derrière, dès que le festival va commencer, on est sur une centaine de bénévoles qui vont être au contrôle, au tampon, gestion des fils, gestion des auteurs, tenir les bars, etc., vendre un petit peu des produits dérivés, ce genre de choses. Donc en tout, sur 3 jours, c'est une bonne centaine de personnes qui est active.
Sachant que là, on a quand même un petit peu galéré pour recruter en cette période. Il y a beaucoup de personnes voilà, qui n'ont pas souhaité, voilà, parce qu'on a des enfants, parce qu'on est personne à risque, parce que voilà. Et bien sûr, on comprend tout à fait les réactions des personnes qui n'ont pas voulu s'impliquer cette année. Donc là, bon, on fait un petit peu avec ce qu'on a. Et on espère que l'année prochaine, tout sera derrière nous et qu'on aura une équipe au complet. 44e édition, donc ça fait 44 ans. Je vais plutôt me tourner de ce côté-ci. Sur ces 44 dernières années, on va arrondir à 40, qu'est-ce qui pour vous a le plus changé dans le monde de la bande dessinée ? Je vais commencer par toi ce coup-ci. Oui, alors moi, le monde de la bande dessinée, en effet, je le connais que depuis les années 2010. Alors, en tant que lectrice, évidemment, non. Mais en tant que dessinatrice, ça fait depuis les années 2010. Moi, ce que j'ai l'impression, par exemple, en jeunesse, c'est qu'il y a énormément de titres qui sortent. Il y a un choix qui est beaucoup plus grand que quand j'étais petite. Et je dirais que c'est ça qui, pour moi, est vraiment... c'est vraiment ce changement énorme, je trouve, dans l'édition, en tout cas en bande dessinée. C'est quoi, il y a un Eldorado derrière ou c'est une tendance comme ça ? Pour qui ? Alors, je dirais on va dire pour les maisons d'édition plus que pour les auteurs. Ouais. Mais oui, c'est parce que en fait, les gamins ont commencé à s'intéresser vachement plus à la bande dessinée et ça a créé une nouvelle demande. Ouais, je pense que, à mon avis... il y a quand même une idée effectivement des éditeurs de pouvoir faire beaucoup de production et de pouvoir donner le choix aux enfants. Après, je pense que les enfants ont toujours aimé la bande dessinée et moi, de ce que je vois, c'est que la bande dessinée les amène facilement à la lecture. Certains enfants qui détestent lire des romans, moi j'ai souvent les parents qui viennent me dire « Ah ben, grâce à votre BD, il lit ». Et ça, c'est plutôt chouette. Donc après, voilà, je pense que c'est effectivement la lecture un petit peu plus facile pour les enfants avec les images et ils pensent même pas à se dire « Oh là là, j'ai lu tout ça ». Enfin voilà. Donc je pense que c'est ça. Ouais. Et pour toi, Jérôme ? Alors moi, j'ai commencé dans les années 90, c'est une rajeune guerre. Et donc, ce que je pourrais dire, en fait, c'est surtout la diversité de l'offre. Il y a une belle diversité parce que à l'époque, moi, quand j'ai commencé, il y avait quand même toutes sortes de bandes dessinées qui n'existaient pas du tout. Tout ce qui est roman graphique, tout ce qui est autobiographie, tout ce qui est même toutes sortes de sujets qui n'étaient pas du tout abordés dans la bande dessinée. Et aujourd'hui, tout est abordé dans la bande dessinée. Et si quelqu'un dit j'y connais rien, comment dire, qu'il n'aime pas la BD ou qu'il n'a jamais su quoi lire, il suffit d'aller voir un libraire et lui dire quelles sont ses affinités et il y aura forcément une bande dessinée qui lui conviendra parce que la bande dessinée c'est tellement large aujourd'hui, il y a tellement au niveau des thèmes et au niveau même du style de dessin, ça s'est vraiment diversifié tout azimut. Et c'est ça qui est beau, quoi. C'est toute la diversité du média, quoi, qui est vraiment super riche. C'est vrai qu'il y a un vrai enrichissement. Puis c'est un média super puissant parce qu'on peut raconter énormément de choses avec très peu de moyens et sans un énorme investissement, ce qui a permis effectivement de faire énormément de choses, quoi. Donc voilà. Donc c'est un beau média pourvu qu'il dure. Oui, c'est ça. Et vous avec. Et nous accessoirement avec. Ouais, c'est ça. L'avantage c'est qu'au moins avec le dessin on peut faire un blockbuster dans sa chambre sans avoir besoin d'un producteur ou autre, avec comme seule limite l'imagination et puis le coup de crayon. On va peut-être se concentrer un petit peu, je vais revenir sur toi Jérôme du coup, pour parler un petit peu de tes derniers travaux et tes dernières sorties. Donc, on t'avait déjà vu sur Volodrine, donc sur de la fantasy, epic fantasy. Oui, tolkienienne on va dire. Oui carrément, du coup. Et récemment, donc l'année dernière, c'était en mars 2019, il y a avant, donc une comédie préhistorique, on va appeler ça comme ça, c'est ça, qui a été donc scénarisée par Yann, qu'on retrouve aussi sur Torgal. Dans un registre moins humoristique. Oui, effectivement, ouais. Alors, peut-être moins de poitrine aussi. Ah oui, c'est vrai, mais ça c'est plus une volonté personnelle, ça, le fait de dessiner des personnages torse nu. Vu qu'on est dans un registre un peu plus humoristique par rapport à Volodrine, si on fait un peu le parallèle. Ah oui. Qu'est-ce qui t'a amené sur ce projet-là ou en gros les origines de ce projet et de cette collaboration avec Yann? C'est que Yann a une maison de vacances pas très loin de là où j'habite.
Et que s'apercevant de cela, il m'a contacté et on s'est rencontrés. Et moi, en fait, Yann, c'est quelqu'un que j'adore ce qu'il faisait, surtout justement dans le registre humoristique, dans les années 80-90. Je suis très fan de Yann Desconrades. Je suis très fan aussi de ce qu'il avait fait avec Franck Le Gall, Yo-Yo par exemple. Toutes sortes de choses qu'il avait faites dans cette époque-là. Et finalement, et après, il avait arrêté un peu cette veine humoristique. Et donc on s'est rencontrés, et puis on s'est bien apprécié, on s'entend très bien. Et il m'a proposé, il est venu à la maison, il a vu plein de dessins qui traînaient chez moi, parce que chez moi, je dessine beaucoup et qu'il y a beaucoup de gribouillis un peu partout. Et ça l'a inspiré. Et donc il m'a proposé de travailler comme ça. Il m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait de faire quelque chose autour de la préhistoire ? Et moi j'avais jamais pensé à ça, et effectivement ça me convenait bien, parce qu'il y avait tout ce qu'il y avait pour me faire plaisir en fait, pour que je m'amuse. Il y avait beaucoup d'anatomie, des animaux, puis je voulais un truc humoristique, donc, parce que j'avais jamais testé ça. Et voilà, donc le soir même je lui ai fait des petits crobards. Je lui ai envoyé, il était super enthousiaste, et comme ça de jour en jour, tous les jours en fait, je travaillais sur ma BD et je faisais des petits crobards pour Yann sur ce sujet-là. Et à la fin, ça a débouché sur avant. Donc il a commencé à faire un scénario, et puis voilà, c'était parti quoi. C'est parce que tu partais de petits croquis de ta chambre. Si je dis une énorme bêtise, surtout en termes de dessin. Mais sur Volodrine, c'était sur quoi? C'était de la plume, de l'encre de Chine et peinture. Pinceau, là c'est plus du feutre sur avant c'est du feutre. Ouais. Et est-ce que les noirs à la peinture, j'imagine? Et les noirs au pinceau. Au pinceau. Oui. C'est pour ça. Exact. Tu as l'œil. Ouais, je me renseigne, mais ouais, tu as un œil aguerri, il me reste encore 2-3 souvenirs de. Félicitations. De plus tôt, exactement. Non, bravo. Non, mais j'insiste. Je te remercie. Miss Prickly, toi, il y a Animal Jack. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur Animal Jack, ce que ça raconte? Ouais. Eh bien, c'est l'histoire de Jack, donc un petit garçon qui paraît tout à fait normal au premier abord, mais en fait non, parce que dès les premières planches, on se rend compte qu'il a un pouvoir, c'est de se transformer en l'animal qu'il veut. Et souvent, soit ça se traduit par ses sentiments, c'est-à-dire qu'il ressent quelque chose, il va se transformer automatiquement en cet animal. Par exemple, il a la flemme d'aller à l'école, ça sera un paresseux, un escargot, voilà, bref. Et aussi, il se sert souvent de la particularité ou du pouvoir de l'animal pour pouvoir se sortir de mauvaises situations ou pour aider les autres. Donc, par exemple, quelque chose de tout bête, il a besoin d'aller très vite, ça sera un guépard, par exemple. Donc en fait, c'est un bon moyen pour nous, avec le scénariste Kit Toussaint, de pouvoir parler des animaux et surtout d'animaux qu'on ne connaît pas forcément et quelles sont ses particularités. Donc les enfants apprennent des choses, mais à travers une histoire du début à la fin. Et voilà. Donc en fait, on est vraiment sur une BD qui est fantastique, c'est de l'aventure, mais il y a aussi un vrai message écologique, préservation des habitats pour les animaux, voilà. Donc on est sur un public jeune, mais je crois que c'est dans le tome 2. Enfin, ça n'empêche pas de traiter certaines thématiques. Oui. Je pense notamment des choses comme le chômage, par exemple, qui sont introduites. Tout à fait. On est sur... Encore une fois, ce qui en ressort, c'est que ça s'adresse à des enfants, mais on ne les prend pas pour des bébés. Il y a plusieurs niveaux de lecture, comme souvent dans ce genre d'œuvre, bien évidemment. Comment tu fais, toi, pour intégrer... Comment on fait, en fait, pour réussir à parler autant à quelqu'un de 8 ans qu'à quelqu'un de 12, voire, en fait, aux parents qui est à côté et qui lit l'histoire, ou qui regarde, en tout cas, l'histoire avec son enfant? Alors, c'est tout le talent de Kit Toussaint, le scénariste, qui arrive effectivement à parler avec douceur de choses de la vie qui ne sont pas forcément très agréables. Donc, c'est vrai que cette histoire de chômage au début ou même de difficultés dans un couple, c'est des choses que les enfants voient et comprennent en fait, sans que nous on ait l'impression qu'ils le comprennent. Mais donc comment on fait pour aborder ça? Il peut y avoir quelque chose de dur dans les dialogues ou le scénario, mais peut-être que grâce au dessin, en tout cas, on arrive à atténuer les choses. Et c'est vrai que... Bon, je sais pas, ça se fait assez naturellement, en fait. Et je sais pas, j'essaie de m'imaginer à leur âge, si j'avais le livre entre les mains, qu'est-ce qui pourrait me toucher ou pas, voilà. Donc la recette, je sais pas, ça se fait comme ça. J'arrive pas. J'imagine que ça avait une recette, ça serait trop facile, mais on a toujours une sensibilité sur
effectivement, qu'est-ce qui peut permettre de toucher le public de cette manière. Je pense que c'est les émotions, et c'est vraiment dans le dessin. Moi, ce que j'adore, c'est finalement, j'adore dessiner plus les sentiments que quelque chose de super beau, technique et tout. Moi, c'est vraiment par les visages que ça passe, et même avec les animaux, en fait. Alors, justement, est-ce que parce qu'il y a un peu cette thématique qu'on retrouve chez vous deux, je pense notamment les 5 terres, c'est l'anthropomorphisme. Est-ce que justement, pour faire passer les émotions, en passant par ce biais-là, en fait, est-ce que c'est pas plus simple, ou au lieu de simple, est-ce que c'est pas plus puissant? C'est pourquoi tu utilises les animaux pour faire passer des émotions. Et si toi tu le fais aussi, mais pourquoi? Parce que c'est des histoires qui pourraient, alors peut-être que je me trompe, mais être racontées complètement avec des humanoïdes. Par exemple, sur les 5 terres, ça me semble. C'est une volonté de David, celui qui est à l'origine, David Chauvel, qui est à l'origine du projet. C'est une volonté de faire des personnages anthropomorphiques comme ça. Mais l'idée, c'est que je pense. L'intérêt par rapport aux 5 terres, c'est qu'on a 5 continents avec à chaque fois des peuples. Donc il y a le continent des singes, le continent des félins, le continent des herbivores, des ours, des loups et des reptiles. Et donc, comme il y a énormément de personnages, le fait qu'ils soient déjà typés, rien que par le fait qu'ils soient telle sorte d'animal, on sait déjà à quel clan ils appartiennent, de quelle famille ils sont, d'où ils viennent, quoi. Et ça aide à la compréhension de l'histoire, et c'est plus facile que si on avait que des personnages syndrome Game of Thrones avec... parce que y a quand même beaucoup de personnages, et donc à typer ce serait quand même encore plus compliqué, quoi. Donc je pense que ça aide vachement à la compréhension de l'histoire et au côté clair de l'histoire, je trouve. Tu t'occupes aussi de À Cheval. Oui. J'imagine, sans faire de stéréotype, que c'est une lecture qui plaît énormément de petites filles. Entre autres, oui, c'est vrai. Et pareil, on est dans, là, je peux dire, on est carrément dans l'anthropomorphisme, puisqu'on suit les chevaux, en fait, et c'est eux qui sont les héros d'histoire, et c'est eux qui parlent. Et on voit tout ça à travers leurs yeux, et en fait, on se met à leur place par rapport à ce qu'ils peuvent considérer de quand nous on va dans un centre équestre. Ce projet, il est né comment? Alors justement, il est né parce que quand j'arrivais dans mon centre équestre, je les voyais tous qui passaient la tête quand j'arrivais, et j'essayais de me dire mais qu'est-ce qu'ils doivent bien penser de moi quand j'arrive. Pareil, quand on commence à penser un cheval, donc à le nettoyer, à mettre sa selle, je me dis bon alors, est-ce que tu vas être sympa ou pas aujourd'hui? Ça va être la grande question. Donc en fait le projet est né de la passion de l'équitation, des chevaux, parce que vraiment avant l'équitation, moi j'ai toujours été proche des animaux, et notamment des chevaux, et donc j'avais vraiment envie de parler de la condition finalement animale, et aussi en passant par les sentiments humains. Et parce que j'ai beaucoup regardé les dessins animés jeunes, Walt Disney et compagnie, et j'étais plus Rox et Rookie que Blanche-Neige par exemple. Donc moi ça m'intéresse beaucoup plus les animaux, parce que je sais pas, je me dis on a beaucoup de choses à apprendre d'eux, et finalement c'était un moyen vraiment de parler de tout ça. Voilà. Mais effectivement, l'idée c'est vraiment de sensibiliser la jeunesse aux animaux, et les considérer comme je vais peut-être choquer en disant ça, mais des personnes, c'est des êtres sentients, et qui ont chacun leur personnalité en fait. D'autant plus qu'ils ont la parole dans les récits que tu illustres. On va revenir aussi un petit peu sur le programme, Julien, notamment côté exposition. On en a une sur Torgal, donc intitulée Sur les traces de Torgal, du vendredi 25 septembre au vendredi 30 octobre à l'espace Malraux. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette exposition? C'est une exposition qu'on a souhaitée suite à la confirmation de la venue de Roman Surgenko, qui est notre invité d'honneur cette année, même s'il n'est pas avec nous physiquement, parce qu'il est coincé en Russie. C'est pas évident de venir de Russie, de subir 3-4 tests Covid dans les aéroports pour ensuite être coincé en quinzaine avant de rentrer dans son pays, tout ça pour voir notre belle ville. Je le comprends quand même. Voilà. On aime beaucoup Chambéry, mais on le comprend.
Et du coup, voilà, en fait, pour nous, c'était quand même logique parce que Thorgal, c'est un personnage qui est connu de plusieurs générations, qui est apprécié de plusieurs générations et qui est international. Quand on voit que Surgenko, qui est russe, le dessine, pour nous, c'est logique. Donc, c'est un personnage viking dessiné par un russe qui fait fureur en France. Pour le Festival international de bande dessinée de Chambéry, c'était absolument une évidence. Du coup, une expo, bien sûr. Roman Surgenko, c'était aussi une évidence parce que c'est un monsieur qui nous a beaucoup plu, qui a plu beaucoup au public. Et En plus, il parle très bien français. qui parle très bien français. L'an dernier, on a fêté même son anniversaire sur le festival, donc c'était absolument génial. Et il a tout de suite accepté de revenir cette année. Malheureusement, ça ne se fera pas, mais ce n'est pas la dernière fois qu'on l'invite, ça c'est sûr et certain. Et comment dire, pour nous, c'est aussi une bande dessinée historique, donc ça collait aussi avec avec les conférences qu'on a pu proposer sur la BD historique. Bon, bien qu'il y ait un petit peu de fantastique dans Thorgal. Enfin, voilà, on a eu la présence de Marek Alter et des scénaristes et dessinateurs de la bande dessinée en 5 tomes Irena, sur Irena Sendlerova qui est juste parmi les nations, qui a sauvé plus de 2500 enfants juifs du ghetto de Varsovie. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait faire une édition sur l'histoire. Voilà, 75 ans après la libération de Chambéry. Roman Surgenko qui accepte de venir et d'être notre invité d'honneur. Du coup, on a fait venir aussi un clan viking qui sera installé à partir avec de des samedi reconstitutions, tu as des scènes Voilà. de vie, des ateliers, de l'artisanat. Tout et de la à fait, ouais. présentation. Donc des coups de hache sur le front, du travail du cuir, des contes pour enfants, très familial donc. Mais voilà, puis c'est un clan qui prend les choses quand même au sérieux. Donc effectivement, faut pas leur parler des dernières séries à la mode parce que ils pourront. Ouais, si on leur parle de Ragnar Lothbrok. Exactement. Ok. Voilà. On comprend. Ils sont à fond dedans, ils dorment sur place, dans la pluie, dans le froid, ils s'en foutent, ils sont warriors. Et on est super content de les avoir parce que puis c'est même très familial. Il y a des familles qui viennent avec des gamines de 10-12 ans qui vont faire des démos d'artisanat, proposer des ateliers. Donc on est super content. Ouais. Le festival, c'est aussi des projections. Alors, on va avoir Django de Étienne Comard, qui est un biopic sur Django Reinhardt, notamment pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. On a Le Grand Méchant Renard de Benjamin René et Patrick Imbert, qui a été nommé César du meilleur film d'animation en 2018, et qui sera accompagné d'un atelier avec Clément Rizzo. Et alors, ça s'est passé, c'était mardi, mais il y avait une rediffusion du coup de Akira qui est ressortie en international. Est-ce que vous souhaitez peut-être adresser un dernier mot au public chambérien ou un dernier commentaire sur cette édition du festival? Venez nombreux. Oui. Oui, plein. Non, mais ça fait toujours plaisir. On a des protocoles qui sont stricts et nécessaires, mais vraiment tout le monde s'y tient. Donc faut pas avoir peur de venir. Effectivement, on sait que là, à partir de lundi, ça va être un peu plus compliqué d'organiser des événements. Donc là, c'est un petit peu le dernier. N'hésitez pas à venir, il n'y a pas beaucoup de risques, on vous promet. Voilà, on vous fera boire du gel hydroalcoolique si on doit. Mais, Puis en plus, il pleut ce week-end. et en Et plus, il pleut. Donc autant en profiter. Donc Tout à voilà. fait. Pour terminer, tout simplement, un grand merci à toute l'équipe du festival de la BD. Un grand merci à Serge aussi, qui nous a permis d'organiser cette émission aujourd'hui, à Jean-Marie, à tout le monde. À vous deux, bien évidemment. Merci. À Jérôme Le Merci à Reculé vous. et à Miss Merci à Prickly pour leur disponibilité. Et c'était vraiment un plaisir. Et bien sûr à Maxime et à Flo qui sont derrière moi au cadrage et en régie, sans qui tout ça ne serait pas possible. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, merci Merci. Savoie Au News. revoir. Merci.